Alors, vient de paraître le Neige glacée mixte tome 2. Je le montre comme. Le tome 1, le tome 2, dont c'est la 3e édition pour la petite histoire. Donc, Neige glacée mixte première édition avait été publiée avec Godefroy Pérou en 1996, en un seul volume. Ça, c'est pour les bibliophiles qui l'ont bien rangé dans la bibliothèque. Et puis en 2006, donc, j'avais travaillé sur une seconde édition, et là j'avais coupé le massif du Mont Blanc en deux. Il y avait donc un tome 1 qui faisait tout l'est du massif et un tome 2 qui faisait tout l'ouest du massif. Et puis donc ça c'était 2006, 96, 2006, et donc 2021, il y a une 3e édition de Neige glacée mixte. Le tome 1 qui est une reprise au niveau du découpage géographique de l'ancien tome 1, donc ça reste la partie est du massif. Et par contre le tome 2, je l'ai coupé en deux. Donc celui qui vient de sortir est focalisé sur le bassin géant Vallée Blanche, envers des aiguilles, endroit des aiguilles. Et il y aura donc un tome 3 qui sortira l'année prochaine ou dans 2 ans, qui fera tout le Mont Blanc jusqu'au bassin de Tré-la-Tête. Alors après, pourquoi avoir coupé ce tome 2 en 2 autres volumes ? Simplement, quand j'ai repris l'écriture et la réorganisation et l'actualisation donc, de ce tome 2, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de voix nouvelles. Et comme je me suis inscrit dans une démarche de mémoire du massif du Mont Blanc pour ce qui est des itinéraires neige glacée mixte, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce travail, qui est un peu un travail de bénédictin, mais c'est vrai que je me suis dit qu'il ne fallait pas écarter des itinéraires, il ne fallait pas écarter des faces, mais au contraire, avoir un outil qui soit à la fois synthétique et panoramique de la réalité de l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc. Alors, quelles sont les évolutions depuis la première édition en 1996 ? En fait, il y a 3 évolutions principales. Il y a l'évolution du terrain qui malheureusement s'accélère, qui est une réalité flagrante dès qu'on se prend de plein fouet, le réchauffement climatique, le retrait des glaciers, la baisse du volume des glaciers, la disparition de certaines faces englacées, la disparition d'un certain nombre de couloirs et goulottes, ou en tout cas qui ne sont plus que éphémères avec la neige de l'hiver. Donc là, il y a réellement une évolution du terrain. Il y a évidemment l'évolution de la pratique, puisque les grimpeurs ont continué de progresser, le matériel a continué de progresser, la culture générale a continué de progresser. Donc de toute façon, il y a des voies de plus en plus difficiles qui sont réalisées par de plus en plus de grimpeurs. Et puis la 3e chose, c'est en fait, c'est l'activité même d'alpinisme qui continue d'être très dynamique. Et ça, c'est plutôt assez impressionnant et assez rassurant de s'apercevoir que les jeunes générations, ou même des moins jeunes, mais en tout cas, il continue d'y avoir une motivation à trouver et à ouvrir des nouveaux itinéraires. On pourrait penser à un moment donné que tout est fait dans le massif du Mont Blanc vu le nombre d'itinéraires possibles. Eh bien non, il y a toujours des grimpeurs qui trouvent des nouvelles voies à ouvrir, et ça, je trouve ça plutôt assez réjouissant. Est-ce que l'alpinisme est dynamique ou est-ce qu'il est en baisse ? Moi j'ai l'impression que depuis 30 ans ou depuis 40 ans, on s'ingénue à entretenir cette idée que l'alpinisme est un sport ou une culture qui est en train de mourir. Alors peut-être qu'on n'est plus dans le grand boom et dans la grande mode des années 70 avec des refuges surpeuplés pendant les périodes estivales. On n'est probablement pas dans le grand boom de l'alpinisme glaciaire des années 80. On a vécu un âge d'or. Il faut être très clair, entre 70 et 90, jusqu'à l'orée des années 2000, on a vécu un âge d'or de l'alpinisme glaciaire qu'on ne retrouvera probablement pas. Donc ça, c'est vrai. Donc il y a vraiment un changement de manière d'aborder l'alpinisme. Maintenant, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même de voir le nombre de gens qui sont en montagne, dans des phases qui ne sont pas nécessairement faciles. Et je ne parle pas des lieux emblématiques qui vont concentrer un maximum de monde les week-ends les plus fréquentés. Non, il continue d'y avoir vraiment une fréquentation dans le massif, et puis il continue d'y avoir une activité d'alpinisme, qu'on va appeler amateur, pour reprendre certains débats, en tout cas au sens d'aller découvrir, d'aimer les montagnes, et puis d'essayer d'aller se faire plaisir dans des coins qui ne sont pas forcément les plus à la mode. Ça continue d'exister. Maintenant, est-ce que l'alpinisme est plus ou moins à la mode ? Je ne sais pas si c'est le sujet. C'est peut-être le sujet pour des fabricants de matériel, mais ce n'est pas le sujet en soi.
Alors je ne sais pas si je suis la mémoire vivante du massif. C'est vrai qu'à un moment donné, de manière un peu, comment dirais-je, presque un peu inconsciente, je me suis inscrit dans ce travail de répertorier de manière exhaustive les itinéraires en neige glacée mixte du massif du Mont Blanc. Ce n'était pas une volonté profonde de ma part au début, mais effectivement, au fur et à mesure des nouvelles éditions, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autres outils qui étaient similaires aux neiges glacées mixtes. Je m'aperçois que c'est un outil qui est utilisé par les alpinistes, et pas seulement par les alpinistes, c'est par exemple utilisé par les skieurs de pentraide. Et je me suis interrogé à un moment donné, tiens, pourquoi ces gens-là viennent regarder mes topos qui, a priori, sont destinés aux alpinistes? Tout simplement parce qu'il n'existe pas d'autres outils aujourd'hui qui vont présenter le massif du Mont Blanc de manière panoramique et exhaustive, avec toutes les phases de tous les sommets du massif dans son entièreté. Donc effectivement, Neige glacée mixte, c'est une espèce de livre, comment on pourrait dire, c'est une espèce d'ovni dans le monde de l'édition et dans le monde de la communication d'aujourd'hui. Pareil, on me dit beaucoup, oui, mais à l'ère du numérique, à l'ère des sites communautaires, quelle est la validité de continuer de travailler sur de l'édition? Je me suis aussi interrogé là-dessus à un moment donné en me disant, non, il faut que j'arrête, de toute façon, c'est remplacé par d'autres médias. Et puis finalement, je m'aperçois que ces autres médias, non, ils ne remplacent pas, à un moment donné, un travail exhaustif, biblique, et puis rien ne remplace un outil papier. Et ça ne veut pas dire qu'il faut opposer les modes de communication, mais à un moment donné, on n'a rien inventé mieux que le livre pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser une région et pour pouvoir vraiment avoir un regard très ouvert sur un bassin ou sur une face. Alors oui, juste pour finir sur cette anecdote qu'un certain nombre de skieurs de pentraide en fait utilisent Neige glacée mixte, c'est tout simplement parce qu'il n'existe pas d'autres livres où ils vont trouver toutes les faces du massif du Mont Blanc. Donc pour repérer à un moment donné des projets, imaginer des nouvelles descentes ou tout simplement pour s'y retrouver de manière très pratique, finalement ça reste un outil qui est facile à utiliser. Est-ce que c'est un ouvrage que je fais tout seul ? Je suis le seul auteur. Maintenant, je m'appuie sur JM Édition, et JM Édition, c'est animé par Françoise Rouxel, qui est quand même la partie invisible mais indispensable et je dirais la cheville ouvrière de notre petite maison d'édition. Et puis après, je m'appuie bien évidemment sur mon expérience et l'iconographie que je vais accumuler au fur et à mesure de mes sorties en montagne, mais je m'appuie aussi sur, on va dire, un groupe d'amis, les guides, les grimpeurs qui autour de moi veulent bien me ramener des informations fiables, veulent bien prendre le temps de m'écrire correctement une description, de me ramener une photo sur laquelle ils peuvent tracer très précisément un itinéraire. Donc ça, c'est aussi une source de documentation. Et puis après, il y a une espèce de source qui est un peu complexe parce qu'inépuisable, c'est évidemment le net, qui n'existait pas lors de notre première édition du Neige glacée mixte. Et aujourd'hui, on peut passer sa vie à rechercher des nouvelles informations. Sachant qu'une information sur le net, il ne faut jamais la prendre pour argent comptant, il faut toujours aller la recouper. Et c'est ça qui est complexe dans l'information. C'est à quel moment je m'arrête dans ma recherche d'informations précises et à quel moment je vais pouvoir me fier à une information que je trouve sur le net. Et là, ça demande tout simplement énormément de temps, énormément de recoupement, et puis effectivement de discuter avec beaucoup d'acteurs qui sont actifs dans le massif du Mont Blanc. Les cotations, comment évaluer la difficulté en alpinisme ou en escalade, c'est un débat qui est aussi vieux que les premières recensions d'escalade ou d'alpinisme. Donc pour le Neige glacée mixte, on continue de s'appuyer sur la cotation à double entrée qu'on a définie clairement en 96, donc lors de l'édition du premier Neige glacée mixte. On rajoute aujourd'hui les cotations pour le dry tooling, donc à un moment donné, là, on atteint déjà des frontières qui sont un petit peu plus complexes, parce qu'un itinéraire qui était estimé en mauvaise condition hier peut paraître en bonne condition pour un grimpeur très habitué au dry tooling. Donc de toute façon, les cotations sont liées aux conditions et sont liées toujours à la maîtrise du grimpeur. Donc ça ne sera jamais une information totalement objective. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine homogénéité dans les cotations, de manière à ce que lorsque l'on commence à pratiquer un topo, qu'on a fait un itinéraire, 2 itinéraires, 3 itinéraires, on puisse se situer par rapport aux cotations. Peu importe le chiffre.
Ce qui est important, c'est de s'y retrouver soi, dans son expérience et son niveau technique, pour savoir lire les prochains projets qu'on envisage. C'est plutôt ça qui est un peu complexe. Donc, ce qui est difficile, c'est d'homogénéiser et d'avoir vraiment une ligne assez fiable sur les cotations pendant tout un ouvrage. Après, ce qui est drôle dans l'histoire de Neige glacée mixte, qui n'était évidemment pas prévu comme ça au départ, c'est que la première édition de 96, qui est un petit ouvrage en noir et blanc, fait avec les moyens et les connaissances de l'époque, devient un objet tout à fait collector. Et je sais qu'il y a des bibliophiles qui aiment les topos, d'alpinisme, et qui vraiment tiennent beaucoup à aligner dans leur bibliothèque les différentes éditions du Neige glacée mixte. Donc là, c'est parfait, je leur offre une 3e édition, et cette fois, il y aura donc 3 tomes, et le tome 2 est sorti. Ah ouais, tiens, un petit truc sur le genre, parce que c'est un sujet qui est à la mode aussi en montagne. C'est une fille qui est en couverture, Marion Poitevin, là, dans une goulotte difficile de l'envers des aiguilles. Donc voilà, c'est aussi des petits signes qui montrent aussi l'évolution de notre milieu alpinistique.